Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler du mouvement des objets. On est dans la partie mécanique du programme de terminale spécialité. Et on va tout d'abord commencer par une vidéo qui va nous parler de cinématique, c'est-à-dire la description du mouvement sans s'occuper des causes, sans s'occuper des forces. Ça, on le verra un peu plus tard. Je vais par exemple vous parler du mouvement de ce ballon de basket. Et pour décrire précisément ce mouvement, eh bien, j'ai besoin de trouver quelle est l'évolution de sa position, l'évolution de sa vitesse et l'évolution de son accélération. Alors l'accélération, c'est une nouvelle grandeur qu'on aborde en terminale, mais vous verrez qu'en première, vous avez vu quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Pour pouvoir déterminer l'évolution de ces différentes notions, eh bien, j'ai besoin au préalable de fixer un cadre. Et fixer un cadre, eh bien, c'est notamment donner un point de référence, un objet par rapport auquel on va étudier le mouvement. Cet objet, ça s'appelle un référentiel. Là, c'est le panier de basket, mais ce panier de basket est fixe par rapport au sol terrestre. On va étudier évidemment ce mouvement dans le référentiel terrestre, ici. J'ai besoin aussi de connaître les positions de mon ballon au cours du temps, et donc j'ai besoin de fixer un repère d'espace. Repère orthonormé la plupart du temps, c'est le plus simple. Et puis j'ai besoin de savoir les différentes positions à des instants qui sont variables, et donc il me faut un repère de temps. Ces repères, ce référentiel, sont fournis en général par l'énoncé de l'exercice. Le ballon peut avoir un mouvement complexe, et donc pour se simplifier la vie, on ne va pas s'intéresser à la globalité du ballon, mais à un point bien caractéristique. Ce point, c'est le centre de masse, et si l'objet a une forme relativement simple, si il a une répartition sphérique de sa masse, eh bien ce centre de masse coïncide avec le centre de gravité. Donc on peut noter G pour centre de gravité, on peut noter M pour le mobile, on peut lui donner n'importe quelle autre lettre, un B pour ballon ou peu importe. On va donc aborder une première notion qui est la notion de vitesse en utilisant ce qui a été vu en classe de première. Donc on a vu en classe de première comment on traçait un vecteur vitesse sur un mouvement chronoponctué comme celui-ci. Donc là j'ai un vecteur V5 qui est représenté. Comment j'ai obtenu ce vecteur V5 ? Eh bien je l'ai défini à partir du vecteur déplacement. Ceci est une version approchée du vecteur vitesse. Et j'ai défini donc la vecteur vitesse au point I, donc là ce serait au point 5, comme étant le déplacement du point 5 vers le point 6, donc d'un point I vers le point suivant, et je divise par la différence d'instant qui me permet d'aller du point 5 au point 6. J'ai dit que c'était une version approchée parce qu'en fait là, ce que j'ai représenté ici, c'est une vitesse moyenne entre deux points 5 et 6 qui sont peut-être proches l'un de l'autre, mais ça reste une vitesse moyenne et non pas une vitesse instantanée. Donc on va voir cette année une nouvelle définition qui va nous permettre de définir beaucoup plus précisément ce vecteur vitesse. Et à partir donc du vecteur position, OM, donc si je regarde là dans mon repère orthonormé, le point M, il est caractérisé par ces deux coordonnées X et Y, et donc ces deux coordonnées sont aussi celles du vecteur OM. Je peux donc écrire que le vecteur OM est égal à son abscisse X fois le vecteur unitaire I, plus son ordonnée Y fois le vecteur unitaire J. Autre façon de noter les choses, on peut dire, on peut noter comme ça OM avec ces deux coordonnées X et Y. En maths, les coordonnées, vous les mettez entre parenthèses l'une à côté de l'autre. En physique, on les met là, l'une au-dessus de l'autre, parce que ce n'est pas du tout le cas pour le vecteur OM ici, mais parfois les coordonnées du vecteur deviennent très compliquées. Et dans ce cas-là, c'est visuellement plus simple de les mettre l'une au-dessus de l'autre. Si je décompose le vecteur déplacement, ici, à l'aide du point origine O, je peux dire, grâce à la relation de Schall, que MI plus 1, donc vecteur déplacement, c'est la somme de ces deux vecteurs. Et je peux aussi dire que ce vecteur MIO, c'est l'opposé du vecteur OMI. Ainsi, j'arrive à cette expression-là qui me dit que le vecteur déplacement est en fait la variation, là c'est un delta,
la variation du vecteur position. Alors pourquoi variation? Parce que je soustrais ici deux vecteurs OM pris à des instants différents, du point suivant i plus 1 moins le point d'avant i, et donc j'ai bien une variation du vecteur OM entre ces deux instants. Et donc j'ai démontré simplement que le vecteur déplacement, c'est une variation du vecteur position, ce qui est relativement logique. Et donc si je remplace le vecteur déplacement ici par mon vecteur variation de position, j'arrive à une nouvelle expression qui reste approchée. Je n'ai fait que là remplacer un vecteur par un autre, mais c'est une version approchée qui va me permettre d'améliorer les choses. Parce qu'en fait, quand est-ce que je vais obtenir une vitesse dite instantanée? C'est quand cette durée-là, la différence d'instant, se rapproche de 0. Et donc on va aborder la notion de limite pour pouvoir définir la vitesse instantanée. Donc si je prends la limite quand ces deux instants ti et ti plus 1 se rapprochent l'un de l'autre, eh bien je peux dire que la vitesse instantanée, là ça n'est plus une approximation, c'est la réalité, c'est donc la variation du vecteur OM au cours du temps. Et donc là, on a la limite d'un taux de variation qui correspond concrètement à la notion de dérivée. Donc la dérivée en mathématiques, vous l'avez déjà vu, quand on a une fonction f, sa dérivée est notée f'. En physique, la notation est différente. On va noter df sur dt. Alors attention, ce n'est pas une distance, ce n'est pas d fois f et là d fois t. Le petit d divisé par dt, il faut voir ça comme une seule et unique chose, un bloc, qui correspond à la dérivée. En fait, c'est assez logique par rapport à la notation qui est ici. Là, on est sur un delta quelque chose, donc une variation du vecteur position, sur une variation d'instant. Si cette variation delta, on la fait tendre vers 0, eh bien on va avoir un tout petit delta. Et un tout petit delta, il est symbolisé là par la lettre D. Donc, attention, le d sur dt, là, tout ça, ça symbolise la dérivée. Et donc, certes, c'est une notation plus compliquée, mais qui nous permet de voir que, alors on ne l'utilisera pas en terminale, mais on peut dériver par autre chose que par rapport au temps. Et dans ce cas-là, donc, la variable ne sera pas la même ici au dénominateur. Bien, donc si on tient compte de tout ça, on vient de dire que la vitesse, c'était en fait la limite du taux de variation du vecteur OM, autrement dit la dérivée du vecteur OM, et voilà une relation fondamentale qu'il faut absolument connaître et maîtriser en terminale. Là, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Et puisque on a ici une relation vectorielle, eh bien on va pouvoir en déduire des relations concernant les coordonnées. Si je décompose tout ça dans le repère OIJ, eh bien je peux dire déjà que mon vecteur vitesse hop qui est représenté ici, lui aussi possède deux coordonnées, un Vx et Vy, donc j'ai le droit d'écrire Vx fois i plus Vy fois j, et les deux coordonnées du vecteur vitesse, eh bien sont elles-mêmes les dérivées des coordonnées du vecteur position. Là, on a une relation qui englobe tout, mais on peut la décomposer sur chacun des axes étudiés, donc sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. On peut ensuite donc en déduire les caractéristiques du vecteur vitesse, c'est-à-dire la direction. La direction, vous le savez déjà, est tangente à la trajectoire. Le sens, c'est celui du mouvement. Et pour trouver la valeur de la vitesse, qui correspond donc à la norme du vecteur vitesse, eh bien, il faut faire la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées Vx et Vy. Donc voilà une définition très rigoureuse, beaucoup plus que celle de première, du vecteur vitesse. On aborde maintenant la troisième grandeur caractéristique qui est l'accélération. Alors l'accélération concrètement c'est la variation de la vitesse. Donc si on suit la même logique, on avait dit que la vitesse c'était la variation de la position, eh bien on arrive à une définition similaire. Le vecteur accélération c'est la limite du taux de variation du vecteur vitesse et ainsi on peut dire que l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse. En projetant
dans le même repère, on peut exprimer le vecteur accélération à partir de ces deux coordonnées qu'on va noter AX et AY, et ces deux coordonnées sont elles-mêmes les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. Donc comment est-ce qu'on va graphiquement obtenir le vecteur accélération? Eh bien d'une manière un petit peu approchée. Là, dans un premier temps, quand on fait de la cinématique, on étudie souvent des mouvements chronoponctués et on peut donc là avoir une idée de l'orientation du vecteur accélération en repartant sur la définition approchée, donc sans la limite. L'accélération, c'est une variation du vecteur vitesse sur une durée. Et donc, si je m'intéresse au vecteur A4, je vais l'obtenir à partir du vecteur variation de vitesse du point 3 vers le point 4. Vous avez ici le vecteur vitesse V4, là le vecteur vitesse V3. Si je fais V4 moins V3, donc j'obtiens delta V 3, 4, et donc pour le tracer, à l'extrémité du vecteur V4, je vais lui additionner l'opposé du vecteur V3. Et ainsi, j'ai fait ce chemin-là, et ça correspond donc au vecteur delta V 3, 4. Et delta V 3, 4, eh bien en fait, va me permettre de trouver les caractéristiques, certaines caractéristiques du vecteur accélération, notamment en termes de direction et de sens. Donc les caractéristiques de A, direction et sens sont les mêmes que delta V correspondant, et pour ce qui est de la norme, eh bien on l'obtient de la même manière qu'avec la vitesse, par la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Une vitesse, je ne vous l'ai pas dit, mais ça s'exprime en mètres par seconde, ça vous le savez. Une accélération, c'est la variation de vitesse au cours du temps. Donc on divise en fait une vitesse par un temps et on arrive sur une unité qui est mètres seconde moins 2. On va terminer cette étude cinématique par parler d'un cas particulier, c'est celui des mouvements circulaires. Dans le cas des mouvements circulaires, le repère orthonormé OIJ n'est pas le plus simple qui soit. On va définir un nouveau repère qui s'appelle le repère de Freinet. Ce repère de Freinet, il est constitué d'une origine. Donc l'origine, c'est le point en mouvement. Et donc cette origine va bouger en même temps, et le repère du coup va bouger en même temps que l'objet qui est en train d'évoluer. Et puis il y a deux axes, deux vecteurs unitaires, un vecteur comme vous pouvez le voir qui est tangent à la trajectoire qui s'appelle UT, et un vecteur qui est perpendiculaire à la trajectoire, on dit aussi qu'il est normal à la trajectoire, d'où la notation UN. Donc on retrouve un point origine et deux vecteurs unitaires. Je peux donc décomposer dans ce repère de Freinet le vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse n'est pas tracé ici, mais on l'a dit, la vitesse elle est tangente à la trajectoire. Là vous avez le sens du mouvement. Donc si je représente le vecteur vitesse, eh bien le vecteur vitesse, il va avoir une coordonnée et une seule suivant le vecteur UT. Et vous voyez que ça simplifie un petit peu les choses parce qu'au lieu d'avoir deux coordonnées, on n'en a qu'une seule. Et donc on peut écrire que le vecteur vitesse, eh bien, c'est cette coordonnée qui correspond donc à la norme du vecteur vitesse multipliée par le vecteur unitaire UT. Dans le cas de l'accélération, eh bien, le vecteur accélération, lui, va avoir deux coordonnées, une coordonnée dite normale, qu'on va noter AN, et une coordonnée tangentielle, AT. Et donc, on peut décomposer le vecteur accélération selon les deux vecteurs unitaires qui sont ici, avec ces deux coordonnées AN et AT, que l'on va pouvoir calculer grâce à ces deux formules qui suivent et que vous devez connaître par cœur. L'accélération normale, qui est donc dirigée vers l'intérieur de la trajectoire, c'est le carré de la vitesse, de la valeur de la vitesse divisée par le rayon de cette trajectoire, de ce cercle. Et puis l'accélération tangentielle, c'est la dérivée par rapport au temps de la valeur de la vitesse, de la norme de la vitesse. Ces relations, on va les réutiliser dès qu'on a des mouvements circulaires, donc très bientôt dans les exemples.
Alors justement, les exemples, on va en voir quatre exemples classiques de mouvement. Tout d'abord, vous avez ici donc un mouvement qui est caractérisé par une trajectoire qui est une droite, donc on a un mouvement qui est rectiligne, et puis vous voyez que l'écart entre les différents points est constant, donc ça signifie que la vitesse est constante, et donc c'est un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur accélération? Comme l'accélération, c'est la variation du vecteur vitesse, puisque le vecteur vitesse ici est constant, il a la même norme, la même direction, le même sens, le vecteur vitesse est constant, sa dérivée est donc nulle. Donc ça, c'est le plus simple qui soit. Maintenant, on peut aussi rencontrer des mouvements qui sont toujours rectilignes, mais qui ne vont pas être uniformes. Vous avez ici un mouvement qui est rectiligne et accéléré. Donc dans ce cas-là, on peut même aussi faire des mesures pour prouver que la variation de la vitesse, en mesurant la vitesse, en déterminant la vitesse à différents instants, on pourrait vérifier que cette variation de vitesse est ici constante, autrement dit l'accélération est constante. On a un mouvement qui est ici rectiligne et uniformément varié. Là, le uniformément varié fait référence à l'accélération. Ça veut dire que c'est le vecteur accélération qui est constant. Ce vecteur accélération, comme le mouvement est rectiligne, eh bien, il va avoir la direction qui est la même que la trajectoire. Comme ici on a un mouvement qui est accéléré, la vitesse est de plus en plus grande, eh bien ça signifie que le vecteur accélération va dans le même sens que le mouvement, dans le même sens que la vitesse. Si au contraire, imaginons qu'on mette A0, A1, A2, A3, etc., là on aura un mouvement rectiligne et ralenti, uniformément ralenti, mais on parlera toujours d'une accélération constante, sauf que cette fois, le vecteur accélération, il sera dans le sens opposé du mouvement. Et donc, comme on a dit, uniformément varié, dans ce cas-là, la norme de l'accélération est constante. Autre mouvement caractéristique, bien évidemment, les mouvements circulaires. Donc ici, on a affaire à un mouvement qui est circulaire et uniforme. Donc si je réutilise ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le repère de Freinet, voilà la décomposition du vecteur accélération dans le repère de Freinet avec les deux coordonnées. Puisque le mouvement est uniforme, la valeur de la vitesse est constante. Si la valeur de la vitesse est constante, sa dérivée est nulle. Donc la composante tangentielle de l'accélération est nulle. Autrement dit, le vecteur accélération, eh bien, il n'a qu'une seule coordonnée, c'est une coordonnée normale. Voilà à quoi se résume le vecteur accélération. Donc, quelle est sa direction? Eh bien, c'est la même que UN. Autrement dit, elle est perpendiculaire à la trajectoire, on parle d'une direction normale. Et puis, le vecteur accélération, il va, dans ce cas-là aussi, être dans le même sens que le vecteur UN, donc dirigé vers le centre, on dira qu'il est centripète, c'est le contraire de centrifuge. Quant à la norme du vecteur accélération, eh bien elle se résume à sa coordonnée AN, c'est-à-dire V carré sur R. Donc ça, vous le verrez bientôt, c'est par exemple le mouvement des planètes autour du Soleil ou des satellites autour de la Terre. On simplifie l'étude, ce n'est pas rigoureusement des mouvements rectilignes et uniformes, circulaires et uniformes, pardon, mais cette année, on considérera une approximation pas trop mauvaise que le mouvement est circulaire et uniforme. Pour terminer, on va s'intéresser à des mouvements circulaires qui ne sont pas uniformes et qui sont donc variés. Vous avez ici un pendule qui oscille autour d'une position d'équilibre qui est accrochée ici. Vous avez deux positions du pendule qui sont représentées. Et donc, puisqu'on a un mouvement circulaire, on utilise toujours le repère de Freinet. Le mouvement étant varié, ça veut dire que la vitesse change au cours du temps. Donc là, l'accélération tangentielle, contrairement à tout à l'heure, elle n'est pas nulle. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est plus compliqué, on va dire, de définir et de caractériser le vecteur accélération. Ça dépend des situations. Ce qu'on peut dire, c'est que la direction, eh bien, elle n'est
pas normale, elle n'est pas non plus tangentielle. On a une direction qui est intermédiaire et qui tient compte des deux coordonnées. Le sens, c'est quand même plutôt vers l'intérieur de la trajectoire, même si c'est pas vers le centre, c'est vers l'intérieur. Quant à la norme, eh bien là, elle n'est pas égale à v carré sur r. Elle tient compte aussi de l'autre caractéristique. On pourrait la trouver en faisant racine carrée de la somme des carrés des coordonnées, bien évidemment. Donc voilà pour cette étude cinématique des mouvements, et très rapidement je vous mets une autre vidéo pour vous parler de l'étude dynamique et donc des forces. À très bientôt.